à 64 milliards. On va le dire, c'est quand même un désir qui se fait assez pressant pour l'administration Biden, qui se sent donc acculée, que ce soit par la Chine sur le plan économique, mais également la Russie sur le plan sécuritaire, qui n'a de cesse de marquer des points. Et donc, l'administration Joe Biden ou encore les États-Unis qui s'efforcent à renouer les liens économiques avec le continent africain. Nous en parlons dans le cadre de cette édition, le point sur l'actualité. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Merci de rester fidèle au programme de For You Télévision et merci d'être là pour cette autre édition du point sur l'actualité qui aujourd'hui s'intéresse justement à cette sortie de l'administration Joe Biden qui n'hésite pas à faire savoir effectivement qu'il faut absolument renouer les liens économiques avec le continent africain. C'est du moins ce qui a été dit à Mondiovision, on peut le dire ainsi, par le secrétaire adjoint américain du commerce, qui donc au courant d'une tournée africaine, il n'a pas manqué de le marteler auprès justement des différents chefs d'État qu'il a eu à rencontrer plus précisément le 21 juin dernier. Alors que cache cette amitié, que cache cette demande de renouer les liens économiques face bien sûr à cette offensive russe et chinoise sur le continent africain? Nous en parlons avec vous, Jonathan Batengene, mais également avec nos téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Dédi Foot, bonsoir à tous les panafricanistes, tous les Africains qui nous regardent de partout dans le monde, les inconditionnels qui nous écrivent tous les jours. Bonsoir aux techniciens qui veillent à ce que cette émission soit diffusée en permanence et surtout dans de bonnes conditions, à la direction générale qui supervise les opérations, à l'État du Cameroun, mais surtout aux forces de sécurité et de défense qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de ce cher et beau pays. Alors, vous avez certainement été au courant de cette tournée africaine du responsable américain, qui ne s'en est pas caché d'ailleurs, parce qu'autrefois, il mettait souvent les gants, que ce soit les Occidentaux ou encore les Américains, pour faire passer un message. Mais là, il a été clair, il faut pour les États-Unis que les liens économiques soient de nouveau renoués. Il a utilisé le bon verbe, renouer. Ça l'était il y a quelques années, mais au regard justement de certaines réalités, ces liens se sont plutôt détériorés. Et aujourd'hui, il est en pleine campagne pour essayer d'avoir encore l'assentiment des chefs d'État africains sur le plan économique. Madame Dédi Linda, Madame Dédi Foot, je dirais que c'est un peu risible d'avoir cette réaction des États-Unis. Que vaut la coopération économique avec les États-Unis? Entre 2008, vous savez que pour contourner les accords de Lagos qui visaient à créer une zone de libre-échange en Afrique, on a d'abord détourné par le plan Berg, qui était le plan de la Banque mondiale de coopération qui venait recréer un cadre à l'avantage du FMI et de la Banque mondiale, mais surtout des multinationales occidentales. Et après avoir sapé les intentions, les initiatives africaines de créer leur propre marché et de le financer, ils sont passés à des éléments plus offensifs, les APE du côté de l'Europe et les fameuses AGOA du côté des États-Unis. Les AGOA étant un héritage de leur vieille coopération avec les pays d'Amérique latine. Alors, depuis 2001, les AGOA s'est entré dans la pratique des États-Unis avec les pays africains. On annonçait les AGOA comme étant l'ouverture des marchés africains aux capitaux européens, mais aux capitaux états-uniens, que les États-Unis allaient davantage envoyer leurs produits en Afrique. Mais il faut être honnête. L'Afrique n'intéresse pas les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le pouvoir d'achat.
les produits états-uniens sont hyper chers et les Africains n'ont pas la capacité d'acheter ces produits. Deuxième chose, les États-Unis sont sur les marchés à haute valeur ajoutée. C'est les marchés sur le Moyen-Orient, les marchés sur le Golfe Persique, les marchés sur l'Asie et les marchés sur l'Europe. Donc l'Afrique, il laisse généralement l'Afrique aux Européens, aux Asiatiques, comme étant un marché secondaire. Alors, sur le plan des chiffres, qu'est-ce que ça donne? 2008, de 2001 à 2008, les échanges avec les États-Unis atteignent leur pic. 142 milliards de dollars. 142 milliards de dollars. C'est rien si on prend un pays comme les États-Unis. Mais à partir de 2008, il y a un ensemble de situations. Lorsque les États-Unis sont en contradiction avec un pays, ils coupent l'aide. Ils coupent même ce pays des AGOA. C'est le cas du Cameroun à partir de 2018. Donc, le Cameroun sort des AGOA. C'est le cas avec beaucoup d'autres pays africains qui ont comme ça éjecté des AGOA sur la base de ce qu'ils appellent les droits de l'homme, non-respect des droits de l'homme. Sans compter qu'Al Boghraïb, quand il signait les accords avec les pays africains, eux-mêmes ne respectaient pas les droits de l'homme. Donc, en principe, les pays africains auraient pu être regardants et dire, pendant que vous ne respectez pas les droits de l'homme, on ne signe pas avec vous. Mais on a fait fi de tout cela, on a signé avec eux. Donc, les États-Unis, sur le prétexte fallacieux, mais en fait le soutien tout à fait déguisé aux rébellions et aux terroristes africains, ont prétexté qu'ils étaient en train de défendre les droits de l'homme. Et comme ça, ils sont sortis. Alors, de 2009 à 2021, on est descendu de 142 à 64 milliards de dollars. Oui. C'est résiduel pour un pays, pour un continent comme l'Afrique. C'est vraiment résiduel. Parce que 64 milliards de dollars, ça ne représente pas grand-chose sur les économies africaines actuelles. Il y a beaucoup d'économies africaines dont le PIB aujourd'hui se chiffre en... si on réunissait le PIB des économies africaines, on serait autour de 2 000 milliards de dollars états-uniens. Donc, 64 milliards de dollars, c'est une goutte d'eau. Les États-Unis ne comptent pas dans l'économie africaine. La déclaration du diplomate états-unien est à comprendre dans le sillage de la guerre en Ukraine, parce que là, il y a un sens à ce qu'il dit, c'est qu'il sent la menace de la Russie, il sent que le vent est en train de tourner, et les États-Unis, c'est un peu comme disait le ministre camerounais de l'économie et du plan, son Excellence, et paix à son âme, Augustin Frédéric Kodor, quand on est en train de se noyer, on est prêt, on peut s'accrocher même à la queue d'un serpent pour se sauver. Alors, est-ce que c'est ce qui, quand vous dites par exemple que les États-Unis, vous l'avez dit, hein, ne sont pas pour l'Afrique, ou du moins jouent à un jeu pas très catholique, pourquoi donc s'afficher autant avec ce qu'on peut caractériser aujourd'hui comme un mensonge? Un mensonge parce qu'on atteint des seuils tout à fait records, d'abord du point de vue économique, de performance pour des pays comme la Russie, la Chine, qui sont en contradiction avec les États-Unis, c'est-à-dire en opposition flagrante, mais surtout en opposition à vie, hein, parce que c'est un combat à vie et à mort, où les uns jouent leur survie et les autres jouent leur retour sur la scène mondiale. Donc, les Chinois et les Russes ont frappé un grand coup sur la monnaie états-unienne. Ça s'est pris autour du mois de mars 2022. Le président Vladimir Poutine a décidé que dès le 1er avril 2022, le gaz russe allait se faire acheter en roubles. Ouais. Cette décision, c'était le coup de massue sur le dollar. Parce que le dollar, s'il faut faire une petite historique, le dollar 1922, le dollar est adopté comme une des monnaies, c'était dans le panier des monnaies qui permettait les échanges internationaux. Et depuis 1972, le dollar est arrêté unilatéralement par le président Nixon comme la monnaie d'échange. La monnaie d'échange. Donc, c'est devenu la monnaie unique pour les États-Unis qui leur permet de fixer la valeur des biens matériels. C'est une décision unilatérale, c'est une décision injuste, c'est une décision arbitraire. Et les États-Unis, à cette époque, quand on leur demande pourquoi il n'y a plus de convertibilité entre les monnaies, le panier des monnaies et le dollar, ils répondent que les États-Unis, à eux seuls, en tant que puissance garante de la sécurité mondiale, peuvent désormais servir de garantie fiable aux échanges internationaux. Donc,
de façon claire, le dollar était l'expression de la puissance économique et de la puissance militaire états-unienne. Et les États-Unis, sur cette base, ont donc contrôlé les échanges internationaux. Si bien que l'embargo économique et les sanctions économiques ont commencé à être utilisées par les États-Unis systématiquement comme une arme diplomatique dans le cas des contradictions avec certains pays. On a vu l'Iran, l'Irak, on a vu la Libye de Kadhafi plusieurs fois sous le coup de sanctions. Et d'ailleurs, les États-Unis ont toujours mobilisé les sanctions comme étant la situation extrême de dégradation d'une économie. Sauf que, depuis le 24 février 2022, les Russes, avec l'opération militaire spéciale, ont décidé de transgresser tous les interdits et surtout de s'affranchir de cette ultra-domination états-unienne. Et les États-Unis n'ont pas failli à leur engagement. Dès le 5 mars, ils ont commencé à envoyer... Mais M. Batengene, est-ce que cette... je ne sais pas si je vais appeler ça une renaissance des États-Unis sur le plan économique, ou alors ce réveil subite des États-Unis sur le continent africain ne survient pas, n'a pas peut-être été boosté par les différents sommets qui ont meublé ces 2 dernières ou 3 dernières années. On a le sommet Afrique-Chine qui s'est tenu à Pékin, je crois en 2019. Par la suite, quelques mois après, c'était le sommet Russie-Afrique. Et quand on va un peu regarder, je veux dire, le point commun, c'était effectivement l'intérêt que ce soit la Chine ou encore la Russie avait justement à porter sur les économies africaines. Non, ça n'a pas à voir avec. Hein. Ils savent que les sommets, c'est folklorique. Mais ils savent que les sommets ont un certain sens diplomatique. Donc, du point de vue concret, c'est le coup porté par la Russie au dollar qui est aujourd'hui en train de porter ses fruits. Parce que la chute du dollar, on est dans la chute historique du dollar. Aujourd'hui, un dollar s'échange à 53 roubles. Il faut noter qu'avant la crise, un dollar, c'était autour de 66, 70 roubles. Maintenant, pendant la crise, on est monté jusqu'à 120 roubles, jusqu'à 200 roubles. Et puis, il y a eu la dégringolade depuis la décision de Vladimir Poutine, depuis le 1er mai. Ça a commencé à chuter. Le 1er avril, ça a commencé à chuter, à chuter. Et là, on a 53 roubles. Seuil historique. Le rouble est la monnaie qui s'est le plus renforcée depuis le début de l'année. Aujourd'hui, le rouble a atteint 120% de sa valeur, a gagné plus de 50% de sa valeur depuis le début d'année. Et donc 120% de sa valeur depuis l'année dernière. Vous voyez un peu que les États-Unis se posent des questions. Mais ces gens, ils vont arriver où? Surtout que hier, les BRICS, la Chine, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, ont décidé de tabler désormais leurs échanges internationaux sur un panier de monnaies. Le yuan, le réal, le dollar, le rand, le yuan, le rand, le rouble, le réal et la monnaie indienne. Vous imaginez ce que ça fait? Ça veut dire que les BRICS, et d'ailleurs l'appel de la Chine depuis bientôt 3 semaines, c'est que les autres pays doivent intégrer les BRICS. L'idée c'est que on doit quitter du système monétaire ou financier dominé par les États-Unis. Ce système qui a été créé en 1972. Donc les États-Unis savent ce que ça signifie. Et ils savent, et ils ont remarqué une chose. Le 20 juin dernier, Zelensky s'est prononcé devant l'Union africaine. Il n'y avait que 4 chefs d'État qui l'ont reçu. Le reste a envoyé les représentants. Or, nous étions en contexte où les nations, comme les puissances comme l'Union européenne et les États-Unis, ont menacé les nations africaines de représailles en cas de soutien de la Russie. Ils sentent que la balance est en train de tourner et ils savent que l'Afrique, c'est 55 pays. Ça compte. C'était le seul socle sur lequel l'Europe s'appuyait pour faire influence dans le monde. D'accord. À partir du moment où les Européens ont perdu la main en Afrique, les États-Unis montent au créneau. En fait, c'est la preuve que l'Europe même ne contrôle plus l'Afrique. Les États-Unis sont venus parce qu'ils se considèrent comme les ultimes défenseurs du bloc de l'OTAN.
Les États-Unis sont en fait en train de constater le fruit d'un échec. C'est un déclin qui est consommé, c'est un déclin qui est constaté aux États-Unis, mais ce déclin est inexorable. Une mesurette, parce qu'il faut dire, ce n'est pas une mesure de créer, de densifier les échanges entre les États-Unis. Prenons sérieusement, parlons un peu sérieusement. Madame Dedi, qu'est-ce que vous consommez qui vient des États-Unis? Avez-vous l'habitude des produits états-uniens? C'était justement ça l'objet de la prochaine question que je voudrais justement vous poser ici, qui est de savoir, alors, à qui va profiter si jamais ce souhait, ce vœu des États-Unis venait à être effectif? Alors, la balance pencherait pour qui? Il est clair, quand vous regardez les échanges en Afrique, que 7 Africains sur 10, s'ils sont vêtus, ça vient, c'est du Made in China. Donc, déjà, sur la proportion des consommations en Afrique et le pouvoir d'achat, le Made in China est largement avantageux sur le Made in USA. Maintenant, le Made in USA, il y a aussi la question de la compatibilité avec les systèmes africains. Madame Dedi, je sais que vous avez fait cette expérience parce que vous avez dû recevoir beaucoup de matériel électronique venant des États-Unis. Quand ça arrive ici, ça ne fonctionne déjà pas au voltage africain. Déjà pas. Donc, il faut encore faire un autre travail. Il y a une incompatibilité majeure. Les États-Unis ayant fixé leurs intérêts capitalistes sur des grands pays, sont en train de se rabattre sur l'Afrique parce que ces grands pays les ont lâchés. Et c'est quel pays? C'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, c'est les Émirats Arabes Unis, c'est toutes les puissances qui en Asie pouvaient constituer sa base, son grand rempart dans la défense contre la Russie, le bloc Russie-Chine. Se rendant compte qu'ils ne peuvent plus avoir ces pays comme puissance, ils se disent, l'Europe a quand même existé pendant plus d'un demi-siècle grâce à l'Afrique. On va se rabattre vers l'Afrique, on va travailler avec les Africains, on va leur donner, puisque en fait ils n'ont que besoin de quelques petits trucs, on va leur donner quelques avantages, on va même fermer les yeux sur les questions de droits de l'homme, comme on a l'habitude de leur dire que c'est les droits de l'homme, et on va récupérer ce marché aux Chinois et aux Russes. Mais est-ce que c'est faisable? Parce que là, en fait, c'est ce que les Américains se disent, mais sauf qu'ils se le disent au moment où le continent africain est en plein éveil. On a comme l'impression que de plus en plus, ils sont nombreux, ces Africains, qui ont compris qu'ils ont longtemps été bernés et ne voudraient plus retomber dans les mêmes erreurs du passé. Tout à fait. Est-ce que c'est pas un voyage peut-être ambigu dans lequel est en train de s'engager les États-Unis d'Amérique? C'est un économiste états-unien qui a bien érigé le système des plans d'ajustement structurel. C'est un économiste états-unien. Ça, c'est dans la conscience des Africains. Quand vous allez à l'université en Afrique, on vous rappelle le nom de cet économiste que je vais tout à l'heure donner. C'est un économiste états-unien qui a fait ce travail. Il a développé des politiques ultra-libérales pour des pays qui étaient en plein décollage économique sur la base d'économies qui étaient carrément calquées sur le modèle communiste, socialiste. Il a empêché ces pays de devenir des puissances économiques qui comptent dans ce monde. Et le chômage et la crise économique qui en a résulté a été sa responsabilité. Les États-Unis ne peuvent pas enlever ça de l'histoire. Oui. Il y a le poids de l'histoire donc qui compte. Il y a que quand un jeune Africain se lève, il se souvient que Lumumba a été assassiné, il y a la main de la CIA là-dessus. Que le génocide rwandais, il y a la main de la CIA là-bas. Que le président Clinton est impliqué dans le génocide rwandais. Vous pensez qu'un jeune Africain qui connaît tout ça sera sensible à des mesurettes des États-Unis aujourd'hui parce qu'ils sont coincés? Non. Les jeunes Africains ont le poids de l'histoire qui joue contre les États-Unis. Les États-Unis ont laissé la France piller 17 pays africains, avec une monnaie nazie, le franc CFA, piller ces pays avec des régimes illégitimes, piller ces pays avec un mécanisme tout à fait esclavagiste, leurs multinationales exploitant de manière sauvage les richesses dans ces pays. Vous pensez que les jeunes Africains ne se souviennent pas de ça? Quand le jeune Africain voit qu'au Mali, les États-Unis soutiennent la France, vous pensez qu'il sera encore sensible aux États-Unis? En fait, ils sont allés trop loin pour se rattraper avec des mesurettes. Ils se trompent sur beaucoup de points.
les jeunes Africains sont éveillés à tous les niveaux. Les jeunes Africains se souviennent quand même que lorsqu'il fallait les infrastructures majeures dans leur pays, c'est la Chine qui a débloqué les fonds. Quoique l'on puisse revenir sur les contrats qui ont été passés, quoique l'on puisse dire des choses sur ces contrats-là, les Africains se souviennent que c'est la Chine qui a débloqué ces fonds. Et la Chine n'avait jamais imposé aux Africains de la conditionnalité. Cette fameuse conditionnalité que Mitterrand nous avait brandie en 1994 en disant aide contre démocratie. Mais quelle démocratie donc? Les coups d'État qui ont été perpétrés au nom de la France étaient-ils démocratiques? Les coups d'État qui ont été perpétrés au nom de l'OTAN étaient-ils démocratiques? L'assassinat de Lumumba était-il démocratique? Autant de questions que la jeunesse africaine pourrait leur rétorquer si jamais ils voulaient poser comme quoi ils veulent blanchir leur image. Alors, puisque nous parlons justement de cette, comment je vais appeler ça, cette nouvelle vision que voudraient apporter aujourd'hui les États-Unis sur le plan économique, vous avez bien fait de rappeler par exemple ce qui a été fait par la Chine, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui sur le plan sécuritaire avec la Russie. Mais il se trouve que les États-Unis ne lâchent pas prise. Ils se chargent d'arguments solides en brandissant par exemple les investissements dans le secteur des infrastructures déjà énergétiques, notamment dans le secteur énergétique. C'est l'un des arguments brandis justement par monsieur le diplomate en charge du commerce pour l'Amérique. Et donc, il parle également que la stabilité serait assurée si jamais ces derniers finissaient par soutenir les pays économiques. Laissez-moi un peu rire, Linda. Vous êtes au Cameroun. Il y a peu de temps avant que ce ne soit Eneo, c'était AES. C'est une entreprise. C'est là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise c'est l'entreprise qui s'occupe, qui a le monopole de commercialisation de l'énergie électrique. Eh bien, Eneo était avant, Eneo qui est britannique aujourd'hui, et vous viendrez me dire ils disent être soucieux. Les Britanniques nous diront qu'ils sont soucieux. Donc, taux d'électricité élevé pour l'électricité dans tous les ménages en Afrique. Tout à fait. Nous avons vécu ça avec AES. AES qui était états-unien. AES nous a apporté, certainement amélioré les conditions. Non, il faut noter une chose. Avec AES, le Cameroun a connu le délestage historique. D'ailleurs, qui continue d'ailleurs. Oui, avec Eneo, les Britanniques. C'est-à-dire, on quitte des États-Unis aux Britanniques et c'est encore pire. Mais que faisait Eneo? AES a même dressé un calendrier de délestage. C'était devenu systématique au Cameroun. En quittant le Cameroun, c'était carrément sous fond. C'était d'ailleurs une des raisons des émeutes de la fin de 2008 au Cameroun. AES Sonel, c'était la pire calamité sur le plan énergétique que le Cameroun ait connu. Or, sous l'époque de Sonel, quand c'était l'entreprise nationale, les coupures d'électricité étaient considérées comme des moments exceptionnels. On s'en plaignait. Le peuple pouvait grogner. Et d'ailleurs, quand on avait appris que c'était les États-Unis qui prenaient, c'était les États-Unis qui prenaient la Société nationale d'électricité, tout le monde se disait, ils vont faire comme chez eux. Mais que non. Donc, ça, c'est une promesse qu'ils peuvent faire à des bébés de maternelle. Ça ne peut pas marcher avec des Africains qui ont vécu l'expérience concrète d'une gestion états-unienne des compagnies d'électricité. Dans plusieurs pays où les États-Unis ont pris la société d'électricité, effectivement, il s'est passé le même scénario. Aujourd'hui, ils ne sont pas seulement vomis du point de vue idéologique. Ils sont aussi rejetés parce que, sur le plan des résultats concrets, on ne le voit pas. Combien de ponts dans les pays africains, un jeune Africain est capable de pointer en disant ça c'est le fruit de la coopération états-unienne? Combien? Combien de stades? Après une Coupe d'Afrique, vous pouvez vous vanter d'avoir vu le produit de la coopération avec les États-Unis. Hormis au Cameroun, quand vous voulez montrer le fruit de la coopération avec les États-Unis, et ce n'est pas seulement au Cameroun, dans plusieurs pays africains, vous pointez leur ambassade, qui est généralement un gigantesque bâtiment avec de la haute technologie. Et c'est le seul fleuron des États-Unis dans votre pays. Alors, sauf que cette administration Biden
accuse, ou du moins pointe en doigt, justement accusateur de cette haine, on peut le dire ainsi, ou encore de cette attitude à refouler, que les Africains ont à refouler les États-Unis, pointe plutôt ce doigt accusateur sur le gouvernement précédent qui est celui de Donald Trump. Parce que, à en croire justement l'administration Biden, tout ce qui se passe aujourd'hui, le manque de confiance, la chute en termes peut-être de pourcentage des relations entre les États-Unis et aujourd'hui le continent africain, c'est la faute à Donald Trump. Donald Trump. Mais Donald Trump n'arrive pas au pouvoir en 2008. Il faut être honnête. Les échanges avec l'Afrique commencent à dégringoler en 2008. Et qui était aux affaires? C'est ce Biden avec Barack Obama. Il ne peut pas accuser Trump pour tout. Il y a quand même une limite. La morale demande d'être quand même conséquent de ses actes. Biden et Obama sont venus en 2008 nous apprendre que l'Afrique n'a plus besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Au nom de ça, en 2010, ils étaient tous de concert pour renverser le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le guide Muammar Kadhafi en Libye. Ce n'est pas Trump qui a fait cela. Pourquoi M. Biden... Mais ils le prennent comme bouc émissaire aujourd'hui. Pourquoi M. Biden voulait nous rendre amnésiques? On se souvient de ça. C'est M. Biden, Mme Clinton et M. Obama qui ont renversé le guide Muammar Kadhafi, qui voulait faire une monnaie africaine. Et c'est parce que, d'ailleurs, c'est le New York Times qui le dit, c'est parce que le président, le guide Muammar Kadhafi avait réuni 143 tonnes d'or pour bâtir, pour soutenir une monnaie africaine, exactement sur le modèle que Poutine actuellement est en train de mettre sur pied avec l'euro, qu'on se retrouve avec la mort de du guide. Et c'est les États-Unis de Biden, de Barack Obama et de Clinton. Ce n'est pas Trump. Sous Trump. D'ailleurs, les mouvements comme l'Ambazonie ont perdu de leur puissance. Sous Trump. Parce qu'ils n'avaient pas son soutien. Monsieur Biden ferait mieux d'assumer ses responsabilités. Il a pris des décisions tout à fait rocambolesques, mais surtout hasardeuses contre la Russie. Il a décidé d'affronter la Russie sans mesurer les forces et les faiblesses en présence. Il est allé sur des bases tout à fait erronées du renseignement, tout à fait parce qu'on se rend compte que le renseignement états-unien est en train de s'effondrer lui-même. Et aujourd'hui, c'est en train de payer. La réussite de la Chine et de la Russie ne date pas d'aujourd'hui. L'ouverture à la Chine avec les pays africains, ce n'est pas en 2008. C'est à partir de 2004 qu'on constate la ruée chinoise sur les marchés africains. Lorsque le jeune Africain ne pouvait pas avoir une moto, ou Honda, ou Yamaha, qui sont dans le bloc. Sans publicité, hein? Non, c'est sans publicité, mais voilà. c'est pour dire c'est ce qui se fait de mieux dans le bloc de l'Occident. Le jeune Africain a trouvé une moto de marque chinoise, à prix abordable, qui lui permet de réaliser le transport. Quand les paysans ne pouvaient pas écouler de la marchandise parce qu'il y avait manque de matériel de transport, aujourd'hui on a vu carrément des tricycles chinois réaliser ces missions. Mais qu'est-ce qu'on a eu avec le bloc états-unien et tous ses alliés? C'était une situation de l'Afrique maintenue dans sa marginalisation et sa condition de paria international. Sur le plan économique, l'Afrique a été vue comme le lieu par excellence de l'expression de l'humanisme. Et quelle était l'image de l'Africain? On le prend en photo, l'enfant famélique avec une miche de pain à la main, la mauvre branlante sur les narines, et le regard perdu dans l'horizon avec un caleçon et torse nu. Vous voyez un peu? C'était ça l'image de l'UNESCO, de l'UNICEF. Et les ONG, les organisations états-uniennes utilisaient cette image comme fonds de commerce. C'était ça. Mais la Chine, la Russie ne le font pas. Avez-vous déjà vu un dépliant chinois avec ce genre d'image? Ils disent aux Africains, nous sommes prêts à travailler avec vous. Si c'est un barrage, nous vous faisons le barrage. D'ailleurs, le barrage de la Renaissance en Chine, en Éthiopie. En Éthiopie. C'est les Chinois. Ils sont prêts à mettre les moyens avec Afreximbank. En Afrique, ils sont prêts à mettre des milliards de dollars
sans regarder ces questions tout à fait abracadabrantesques. Hein? C'est pour de perlimping de ce qu'on appelle les droits de l'homme, en fait, qui sont des mécanismes de manipulation de l'opinion et de déstabilisation de certains régimes. Alors, tout à l'heure, on abordera un autre aspect, justement, de cette tournée africaine, en s'appuyant essentiellement sur les pays dans lesquels ce diplomate américain a choisi de s'arrêter pour, justement, cette tournée dite africaine. Le temps pour nous de rappeler à nos téléspectateurs, voilà, que le standard est donc ouvert dès cet instant pour vous permettre de participer également à cette thématique Afrique économie face donc à l'offensive russo-chinoise. Les États-Unis d'Amérique veulent renforcer leurs liens surtout économiques. Nous en parlons avec vous également, hein, chers téléspectateurs, en nous faisant un appel via les différents numéros de téléphone qui s'affichent donc au bas de l'écran. Et sachez-le, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur For You Télévision. Le programme, c'est le point sur l'actualité qui s'intéresse donc aujourd'hui à cette ambition très pressante quand même des États-Unis de renouer justement les liens avec voilà, de renouer les liens justement avec le continent africain. Et nous allons au standard, je crois, avec Delphin de Gitega. Bonjour et bienvenue. En effet. Bonsoir ma chère sœur. Bonsoir à tous tes collègues de For You Media. Bonsoir à toi mon très cher Fabio. Et je n'oublie pas les téléspectatrices et les téléspectateurs. J'apporte tout mon soutien à Monsieur Batengene. Je suis content de voir qu'au Cameroun, il y a des géostratèges de sa génération et de sa dimension. Étant toujours perfectible, je suis sûr que d'ici 10 ans, il aura encore plus d'expérience et qu'il servira d'exemple à suivre pour les jeunes Camerounais et Camerounaises. Il a parfaitement raison de rappeler que, en ce moment d'ailleurs, le sommet se finit dans 2 jours. Monsieur Xi Jinping a, pour le dire de façon simple, invité l'ensemble de la planète à le rejoindre au sein de l'organisation des BRICS. Je le cite, il est temps que nous bâtissions un autre monde où nous pouvons tous nous développer de façon harmonieuse en nous apportant un soutien mutuel. Donc c'est tout à fait clair, c'est une invitation à se détourner du dollar. Et une fois de plus, mon cher Joe a raison. Aujourd'hui, tous les Africains éveillés, qui ont lu des livres, qui ont étudié, savent que la CIA a toujours participé, même étant voilée, à toute la déstabilisation de l'Afrique. Je vais donner une info que j'ai déjà donnée sur d'autres médias. À l'époque, en 1965, 75, en tout cas c'est au cours de la décennie années 60-70, c'est le Premier ministre britannique Clement Attlee qui, au sein de la Maison Blanche, s'entend avec le président des États-Unis pour avoir un contrôle financier sur le reste du monde, mais utiliser l'armée américaine pour déstabiliser là où ils avaient des intérêts. Ça a été le cas dans toute l'Amérique latine, jusqu'à chez nous, en Afrique. Donc, avec, je dirais, une intensité moindre, les États-Unis vont subir le même coup que le nain géopolitique français. Ils vont subir ce que ce même nain géopolitique nomme la haine anti-française. Donc là, il va y avoir une haine anti-états-unienne, parce que tous les Africains, comme je le disais, comme Jonathan et moi venons de le dire, tous les Africains qui sont aguerris en termes de géostratégie savent très bien que les États-Unis ont toujours travaillé de concert avec la France. C'est d'ailleurs pour ça que M. de Gaulle, en son temps, ne s'intéressait pas vraiment aux États-Unis ni à l'ONU. Il se méfiait profondément de l'influence des États-Unis. D'ailleurs, en désignant son opposant, M. Giscard d'Estaing, il le surnommait le Parti américain. C'est dire toute l'influence des États-Unis à droite à gauche. Donc, tous les États africains qui ont bien compris ce qui se passe gagneraient à collaborer avec l'axe Beijing, Moscou et Téhéran. Surtout que si je prends l'exemple de l'Iran, l'Iran peut tout à fait nous apporter une expertise
en termes d'énergie que nous n'avons pas nécessairement besoin d'aller chercher à Washington. Et je sortirai en rappelant ce qui se passe par exemple dans la sous-région africaine où moi je suis né, à savoir le Burundi et le Rwanda. Ce n'est pas pour rien que le fameux ambassadeur qui est en tournée africaine en ce moment est en train de se bouger. Il a très bien vu que le Burundi est résolument tourné du côté de la Chine et de la Russie et il ne veut surtout pas que cette chose fasse tache d'huile du côté du Rwanda et encore moins du côté de Kinshasa, parce que je rappelle que hormis l'épisode Tshisekedi qui n'est pas, comment dire, il ne restera pas dans les annales, je rappelle que le fils de Mzee Kabila et les anciens, donc l'ancien président Nkurunziza et l'actuel entretiennent d'excellents rapports, jusqu'en Tanzanie, jusqu'au Kenya. Donc il faudra simplement continuer la dynamique dans laquelle nous sommes lancés depuis à peu près, je dirais, 2015, et tout ira pour le mieux. Il ne faut pas non plus paniquer, ce sera mon mot de fin, je m'excuse d'être un peu long. Il ne faut pas paniquer du fait que les États-Unis vont nous mettre la pression. Encore une fois, sur une échelle beaucoup plus petite, le Burundi a subi les mêmes sanctions que la Russie. La Russie, les sanctions arrivent en 2014, au Burundi en 2016. Et aujourd'hui, aussi bien la Russie que la Chine, nous sommes des États tout à fait indépendants d'un point de vue agroalimentaire, ne serait-ce que sur cet aspect-là. Au contraire, c'est l'occasion de mettre plus d'énergie dans les domaines où nous ne pouvions pas encore nous débrouiller tout seuls pour justement arriver à une véritable autonomie. Donc je vais m'arrêter ici et laisser la parole à d'autres. Bon début de week-end à tous et à toutes. Merci beaucoup Delphin. Dame Cissé est au standard également ce soir. Bonsoir et bienvenue. Dame Cissé, bonsoir. Oui, bonsoir Linda. Bonsoir. Bonsoir Batengene et bonsoir à tous les téléspectateurs. Linda, les États-Unis n'ont pas de relations à avoir avec des pays. Hein. C'est eux qui imposent les relations parce qu'à l'origine, ce sont des Yankees. Tout est fait par la force. Ce sont les Américains qui sont venus tuer Kadhafi. C'est cette même OTAN qui est en train de combattre en Ukraine. C'est la même OTAN qui a combattu en Syrie. Et c'est ainsi de suite, ce sont eux qui imposent les lois. Il n'y a pas de relation à renouer avec les États-Unis. Et à l'origine, nous savons que toute relation, tous ceux qui ont collaboré avec ce pays, ça s'est terminé par un fiasco. Et à la fin, le chef bandit vient tuer celui qui l'a servi. Ça a été fait au Zaïre avec Mobutu Sese Seko. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les États-Unis ont mis des bases militaires un peu partout, juste pour servir les chefs d'État, les populations des pays là où ils sont. Ça n'apporte aucun développement. Les États-Unis sont depuis en RDC. Il n'y a rien de bon là-bas. C'est vrai qu'il y a un petit développement, mais c'est dû à quoi? Mais les Américains pillent tout. Et aujourd'hui, s'il y a la guerre en RDC et entre la RDC et le Rwanda, c'est qui nous surprend d'ailleurs, parce que dans les deux pays obéissent au même maître. C'est les multinationales. Les mêmes multinationales qui sont en RDC, ce sont les mêmes multinationales qui interviennent au Rwanda. Et ces deux chefs d'État, je ne sais pas pourquoi, au lieu d'aplanir les différences dans la discussion, ils veulent aller à l'affrontement. Donc, les États-Unis, je pense que pour tout Africain sérieux, l'histoire nous parle. On dit que l'histoire, c'est des témoignages. L'histoire nous parle. Jamais. C'est au même titre que la France. Vous n'allez coopérer, vous n'allez collaborer avec les États-Unis, vous allez sortir bénéficiaires. Il y a certains Africains, je pense que Saddam Hussein, à un moment donné, a voulu se rapprocher, je crois, des États-Unis. À la fin, on l'a tué. La même chose que pour Kadhafi, à la fin, il a été assassiné. Pourtant, c'est eux qui nous parlent de démocratie. Aujourd'hui, moi, ce qui m'a écœuré mes cœurs, les Africains, l'Union africaine s'en va accorder une interview, s'en va, comment dirais-je, passer le temps à écouter Zelensky de l'Ukraine. Mais c'est choquant. Quand on sait que ce monsieur même n'est pas équilibré, c'est pas un homme équilibré, on vient le laisser bavarder. Qu'est-ce qu'il a? Du blablabla, du blablabla. Quelqu'un qui n'est pas équilibré. Pendant qu'il y a des conflits ici, les Africains n'ont même pas droit à la parole.
On se met à chercher quelqu'un qui est cervelé et il vient raconter sa vie et il se trouve des chefs d'État pour l'écouter. Comme on ne cessera de le dire, on ne fait que le marteler depuis un certain nombre de temps. Tous les Africains, s'ils sont intelligents, si nos chefs d'État savent lire l'avenir, veulent le bonheur de leur peuple, franchement, leur est venu de se rapprocher de notre Russie, de la Chine et puis d'essayer d'autres partenaires. On a essayé avec la France, avec l'Occident. Ça n'a rien donné et ça continue de nous tuer. Finalement, les Africains aiment s'auto-flageller. À la fin, on se pose la question. Vous êtes dans une relation avec un partenaire, ça ne vous apporte rien. Et vous êtes là-dedans. La preuve, les États-Unis sont au Mali à côté pour dire qu'ils venir aider, je sais pas, ces forces multinationales, Barkhane, je ne sais pas quoi. Mais ça ne donne rien. Le terrorisme, ça croît, il croît tous les jours. Donc, aux Africains, les États-Unis ne vous apporteront rien. Leur est venu d'ouvrir vos pays, d'ouvrir votre commerce, d'ouvrir vos frontières à d'autres partenaires. Je pense que eux, quand même, ils n'auront pas, ce ne seront pas des loups à la peau d'agneau. Je vous remercie, Lina. Merci beaucoup à vous, Dame Cissé. Nous restons au standard avec, je crois, Jean Sakponou. Bonsoir et bienvenue. Jean Sakponou, bonsoir. Est-ce qu'il est là, monsieur Sakponou? Oui. D'accord. Je suis là. Merci pour votre intéressement et votre dévouement. Merci pour le travail que vous faites. Merci à vos invités, Jonathan. Merci à toi. Vraiment, Jonathan, merci beaucoup pour ce que tu fais. Les techniciens, nous vous saluons. Et Linda, Jonathan a donné un bon exemple tout à l'heure, ça m'a tellement plu. Et, parce que je suis dans la même ligne que Madame Cissé qui vient d'appeler. Et il a donné l'exemple des marques et des motos et des choses de marques françaises qui étaient chères, de marques occidentales qui étaient chères chez nous en Afrique. Et quand les Chinois ont ouvert leur livraison avec l'Afrique, vraiment jusqu'à nos frères qui sont dans nos villages, dans nos campagnes, les jeunes ont des motos. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que les Occidentaux ne veulent pas des Africains. Ça, il faut comprendre. Madame se vient de dire, on ne sait pas combien de fois nos frères et sœurs vont rester dans cette ignorance, pensant que l'Amérique va leur apporter quelque chose. C'est faux. Regardez le coût du dollar. Un petit téléphone cellphone ici qu'on va payer. Qui peut faire le combat de cet objet-là avec l'Afrique, avec le coût de nos monnaies? Ce n'est pas possible. Donc c'est des leurs. Ils ne vont jamais vous aider. Ce qui leur profite, c'est ce qu'ils cherchent, les États-Unis. Quand je parle des États-Unis, c'est ceux qui font les affaires, les multinationales, qui font les affaires au nom du pays américain. Alors que ce n'est pas vrai. C'est une oligarchie qui travaille pour leur poche. Seulement. Mais la population coupée. Alors, ceux-là qui parlent et qui disent qu'ils sont retournés en Afrique, ils n'ont même pas honte. C'est comme ça qu'ils pensent. Parce que, vous voyez, quand on fait trop du mal, on est perdu. On pense que ce qu'on fait est toujours bon. Même si on est dans l'erreur, même si on fait des choses qui nous diminuent. Sinon, cette tournée de ces Américains en Afrique, c'est une honte. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils n'ont qu'à faire l'évaluation de ce qu'ils ont pu apporter de bon comparativement à leur pays, à l'Afrique. Plutôt, ils ont fait du mal. C'est ce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas qu'ils font du mal aux Africains. Nous avons les troupes de l'ONU, les camps militaires et des Américains, des Français en Afrique, et tout cela est là. Et pourtant, les rébellions se pullulent. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? C'est une aberration quand même. Mais ils se disent intelligents, mais ils ne voient pas ça. C'est parce qu'ils ont trop fait du mal, ils ont trop menti, ils ont trop manipulé qu'ils pensent qu'ils sont toujours dans leur rêve de... Je ne sais pas quoi, Linda. Alors, il n'y a pas de coopération sérieuse avec ceux-là et les Africains. Mais l'autre phase, l'autre vague qui s'ouvre pour nous, c'est assez clair. Commençons par l'exemple des Chinois, des produits chinois en Afrique qui sont vraiment très bons,
alors il n'y a plus à faire. On va se tourner vers ce groupe-là pour développer l'Afrique. Un point très. Du côté économique, agricole et industriel. C'est ça. Donc, il n'y a pas à se leurrer, il n'y a pas de coopération entre les Africains et les Américains, l'Occident en général. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean Sakponou. Nous allons repartir au standard tout à l'heure. Le temps de revenir à vous quand même, Jonathan, enfin, Batengene. J'ai toujours envie de prononcer ces prénoms qui nous viennent de l'Occident. C'est mieux de dire Batengene. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a des pays spécifiques. Je ne veux pas ici m'ériger en avocate ou encore défenseur de certains pays africains taxés d'être justement à la solde des Occidentaux et des États-Unis. Mais cette tournée qui se poursuit, il y a des pays de choix. Il y a le Sénégal avec Dakar, il y a Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire, et il y a Accra, c'est le Ghana. Pourquoi toujours par ces personnes? D'un côté, on a un qui est le président à l'exercice de la CEDEAO. De l'autre côté, on a un président également, président d'une autre organisation. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut passer par ces derniers pour que le message ou alors que la mission qu'il leur a assignée puisse porter ses fruits? Il faut noter une chose, Linda, Madame Dedi. Il y a un élément phare qui s'est produit. La perte du moins, la perte du commandement, du positionnement d'Africom sur le golfe de Guinée a amené à se rabattre à l'intérieur, en Afrique de l'Ouest. Et le pays qui a été choisi, c'est la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, ce sera essentiellement du point de vue stratégique, du point de vue de la réorganisation de la stratégie de recolonisation de l'Afrique à partir d'un pays africain. Et c'est pourquoi le peuple ivoirien a une mission 2 fois plus intense que celle des autres pays voisins. Ils devront porter la lutte de libération et je crois que ce sera finalement un peu comme le combat de Fidel Castro à Cuba. Donc, la Côte d'Ivoire, ce choix, c'est de ce point de vue-là. Du point de vue de Dakar, il y a 2 éléments qui sont en jeu. 1, le président en exercice de l'Union africaine. Et 2... Non, Dakar, c'est le président en exercice de la CEDEAO. Nana Akufo, Accra. Non, ah, Dakar, oui, Dakar au Sénégal. Dakar. Oui. Donc, et le deuxième élément, ça sera de dissuader Macky Sall de continuer ses partenariats avec les Chinois et les Iraniens. C'est-à-dire lui dire, arrête cette affaire, tu as été pendant longtemps le pied gauche de la France, il faut que tu continues dans ce sillage-là. Parce qu'il y a un revirement, Macky Sall, il y a un revirement. Donc à ce niveau-là, il faudra le convaincre de rester dans la situation d'avant. C'est vous qui voyez ce revirement, parce que c'est parce que une certaine opinion pense. C'est vrai, entre l'opinion et les renseignements qu'on peut avoir, il y a 2 choses. Mais il y a eu ce revirement du côté de Macky Sall. Il est très proche des Iraniens, très proche des Chinois. Donc, on va lui demander d'arrêter cela. Et on a vu ce qu'il a fait essuyer à Zelensky, à l'Union africaine. Ça sera aussi le moment de lui taper dessus. Parce qu'il faudra lui rappeler que non, l'accueil qui a été réservé au pion des États-Unis, le clone sanglant de Kiev, Zelensky, ce n'est pas digne de ce que les États-Unis attendaient. Donc, il y a beaucoup de choses, des remontrances certainement. À Accra, les États-Unis seront dans leur jardin. Ça sera un moment... un bon partage de thé. Oui, un beau partage de thé. Ils vont discuter convivialement avec le président Akufo-Addo, qui est un pion docile, qui ne montre aucune velléité d'émancipation et à qui on va certainement faire davantage de concessions. Lui laisser miroiter comme les Français l'avaient fait avec le président ivoirien de l'époque, le président Houphouët-Boigny. On va lui faire miroiter, lui laisser miroiter une carrière dans les instances internationales. On va lui laisser miroiter le fait que les Ivoiriens, les Ghanéens, les diplomates ghanéens et les travailleurs internationaux ghanéens vont occuper des places de choix, qui seront désormais les chouchous des États-Unis, et que le Ghana occupera une place stratégique dans la politique des États-Unis pour l'Afrique de l'Ouest.
pour le golfe de Guinée. Parce qu'il faut noter, le grand objectif, c'est le golfe de Guinée. Donc, la base militaire opérationnelle, ce sera la Côte d'Ivoire. Et certainement, ils vont déplacer... Ça, c'est si ça marche, en fait. C'est ce qu'ils sont en train de mettre sur pied. Faire. Et ils vont vouloir faire du Ghana l'exemple qui voudra tirer les autres dans leur axe. C'est ce qu'ils vont faire au Ghana. Maintenant, tout ceci se fait sur fond de quoi? Les États-Unis, selon les statistiques, vont rentrer en récession en fin d'année. L'Union européenne sera également en récession. Ça veut dire qu'ils seront au moins sur deux mois avec des indicateurs négatifs. Négatif, ça veut dire moins 1, moins un pourcentage. Et ces indicateurs vont se faire pendant que la Russie et la Chine vont connaître des taux records. Parce que jusqu'à présent, la Russie a réussi à faire 200 milliards de dollars de profits supérieurs à ce qu'ils avaient réalisé à la même période l'année dernière. Donc la Russie et la Chine seront sur une courbe positive, les États-Unis et l'Union européenne seront dans une courbe négative. Toute cette entreprise vise à séduire l'Afrique. Toute cette entreprise. Mais cette entreprise est aussi le précurseur de quelque chose. À partir de la Côte d'Ivoire et du Ghana, les États-Unis auront certainement une politique très agressive vis-à-vis des autres pays africains. Il ne faut pas compter avec le Sénégal. D'ailleurs, on va rappeler à M. Macky Sall qu'il a un problème déjà avec M. Sonko, donc ça pourrait être réglé dans les jours à venir. Donc les États-Unis seront clairs avec lui. Donc il gagnerait lui aussi à travailler avec M. Sonko pour avoir le même axe maintenu, peu importe celui qui aura le pouvoir. M. Macky Sall gagnera à travailler avec M. Sonko. Donc voilà ce qui va se passer. Les États-Unis savent qu'ils entreront en récession. Ils ont peur. Ils savent qu'ils sont en train de... Vous savez, aux États-Unis, on parle de la flambée record des prix. Oui. Depuis 40 ans, les États-Unis et l'Union européenne n'ont pas connu une telle flambée de prix. En Angleterre, on parle de 50% d'augmentation du prix des énergies. Ça veut dire que le gars qui nous promet même aux États-Unis, le gars qui nous promet que sur le plan énergétique, ils vont nous aider, le gars est en difficulté dans son pays à proposer quelque chose d'avantageux. Le gallon de dollar aujourd'hui, le gallon d'essence est aujourd'hui à 9 $ aux États-Unis. 9 $. Le litre de l'essence est à 7,11 $. Le jeune américain, le jeune états-unien qui se lève, comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il envisage son avenir? Déjà qu'il est estimé que chaque jeune états-unien est endetté autour de 33 000 $. Chaque jeune états-unien qui naît a au moins 33 000 $ de dette déjà sur sa tête. Comment est-ce qu'il fait? Déjà, quand il va à l'essence, il va à la pompe, il y a le litre d'essence est 7,11 $. S'il fallait convertir en francs CFA cette monnaie de singe que nous a proposé la France, ça ferait combien? Tu vous faites 7 fois 6, ça fait 4 300 francs CFA. Donc autour de 4 500 francs CFA le litre d'essence. Vous placez ça en Afrique, c'est carrément des révoltes que vous allez créer. Tout ceci se fait également sous fond de ce que les États-Unis sont en train de perdre leurs alliés. D'accord. Hier, c'était un vote de défiance contre le régime bulgare. Avant-hier, c'était contre Madame la Première ministre estonienne. Tous ces éléments, lettonne, tous ces éléments montrent une chose. Il y a eu de contre-effets, des effets contraires ou des effets pervers de la décision de sanctionner la Russie. Et les États-Unis, au lieu que d'agir humblement, veulent donner l'impression qu'ils ont encore la main sur les dossiers. La décision de s'ouvrir au marché africain, c'est essentiellement un aveu que désormais leur politique est en échec. Un aveu d'échec, merci Batengue Necho. Au standard, nous allons repartir avec Marc depuis la France. Bonsoir. Marc, bonsoir. Marc, est-ce que vous êtes là?
Marc, depuis la France, est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir ma très chère sœur Linda. Bonsoir. Je salue comme ça au passage le frère Jonathan. Je salue l'équipe de la technique et puis tous ceux qui apportent leur contribution pour la cause. Alors, une fois que j'ai dit ça... Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, je suis là. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, pour nous introduire dans cette thématique, moi je peux dire tout simplement que il est de notre responsabilité africaine. Et puis, l'ère où nous vivons interpelle vivement les peuples africains de prendre leurs responsabilités. Parce que dans ce combat, nous avons deux entités qui doivent aller corps à corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un leader qui sait où il doit mener son pays et le peuple qui fait union, et les deux vont créer un seul corps comme l'ont fait les Maliens actuellement. Donc, dans chaque pays où nous ne verrons pas un leader, il doit surgir quelque part, quel soit X, quel soit Delta, un leader doit sortir pour accompagner tous les peuples qui sont dans cette dynamique, parce que on a comme l'impression que tout ce que les impérialistes ont fait a irradié la conscience des Africains, et que les peuples africains, certes, nous sommes en marche, mais beaucoup n'ont pas compris comment faire pour copier ce qui est bien chez l'autre. Aujourd'hui, avec cette dynamique que les Maliens ont lancée, nous n'avons plus à réfléchir. Il faut aller seulement copier, aller les rencontrer, voir comment faire, ou bien comment Goïta fait. Pourquoi les dirigeants africains et autres ne font pas cette démarche-là? Ou s'ils ont des questions ou des choses à faire, mais ils viennent copier avec ce jeune-là qui a pris le problème à bras le corps pour aller. Et moi, pour revenir à la thématique, on ne peut rien attendre des criminels, des gens comme les Américains, les Occidentaux en général. Parce que ceux-là, ils se nourrissent que du sang. C'est-à-dire, leur ADN est marqué du sceau du mal. On ne peut pas vivre avec ces gens dans un même environnement. Et aujourd'hui, tout dirigeant qui va vouloir l'autre chercher à cohabiter avec ceux-là, il faudrait que le peuple se dresse comme une seule force et balaye ce messieurs-là. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas continuer à croire qu'une personne, pour ses intérêts égoïstes, mène le destin de tout un peuple et que le peuple doit rester là à attendre. Il n'est plus question d'attendre. C'est-à-dire, dès lors que, par exemple, on prend le cas d'Amiba au Burkina, les Burkinabés ne doivent pas attendre. Si tu vois ton frère mourir et que ton dirigeant ne fait rien, mais on ne peut pas continuer à rester à regarder des gens comme ça. Il faut les faire tomber et faire de telle manière que surgisse un patriote qui aime ce pays-là. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, on n'a aucunement quelque chose à gagner dans une relation avec l'Occident. Parce que ces gens-là, comme je l'ai déjà souligné, ils ont fait leur preuve. Et la crème des crèmes, qu'est-ce qu'ils nous ont présenté avec ce qui s'est passé en RDC. Les gens ont enterré 2 fois Lumumba, mes chers frères et sœurs. D'accord. C'est pas possible. Et les Africains sont quand même allés jusqu'à accepter des âneries comme ça. Comment quelqu'un peut être un criminel, ramener une dent, et tu acceptes de recueillir cette dent-là, quand tu peux faire des analyses. D'accord. Donc, honnêtement, à nous peuples de prendre notre responsabilité. Merci. Merci encore pour ne pas monopoliser la parole. Je bénisse tous les peuples africains. Mais sachez que nous sommes dans la victoire et qu'il pleuve, qu'il neige, on va l'arracher cette victoire. Merci beaucoup, Marc, depuis la France. Merci de nous avoir appelés. On va prendre rapidement Peter depuis l'Écosse, peut-être en 2 minutes. Et juste derrière, nous aurons également Lamine. Alors, bonsoir à vous, Peter.
Bonsoir à vous, monsieur Batangene. Je vais être très bref sur mon intervention. Je voulais déjà dire quelque chose, c'est qu'il y a une révélation qui avait été faite aujourd'hui par un colonel américain, un former colonel, monsieur Richard Black, qui a dit, je sais, que la guerre est finie en Ukraine, c'est perdu. Les États-Unis se sont rendus compte des erreurs de Joe Biden avec ses sanctions bidons. Ils se sont rendus compte que les Russes ont une autre mentalité, outre que celle qu'ils pensent faire subir aux autres pays. Ils ont compris également que Poutine est un grand homme. Donc, il va falloir coopérer. Voici les thèmes qu'il a utilisés. Donc, quand vous voyez le comportement des États-Unis en Afrique, c'est pas étonnant. Maintenant, tout dépend des pays africains qui vont encore rester dans le margouille ou dans le... un peu comme les slaves qui, de l'époque, ce qu'on appelait les marchands d'esclaves, les slave drivers qui venaient en Afrique avec des miroirs, du whisky, et puis on livrait des esclaves que nous-mêmes on avait à ces explorateurs. C'est un peu ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire qu'on prend les Africains toujours pour des ploucs, excusez-moi du thème très grossier, mais c'est une vérité. J'espère, je dis bien j'espère, que ces peuples africains qui ont des dirigeants Muppets, comme John Kofo, comme M. Makal, comme celui de Côte d'Ivoire, vont pouvoir se réveiller et barrer la route, parce que je crois qu'il n'y a plus rien à prouver avec ce que Russia nous a démontré à travers le conflit en Europe actuellement. Donc, c'est une prise de conscience, et aussi que les Africains prennent eux-mêmes leur own destiny, parce que nous avons ce qu'eux ils cherchent qu'ils n'ont pas en Russie. Nous avons ces matières premières, donc on a en quelque sorte un powerful. Donc on peut résister à le chantage, et il faut que le peuple s'implique de façon, comment on dit ça encore en français là, que le peuple soit increase dans le revendication et surtout dans la lutte, pour ne pas laisser ces présidents se laisser emporter par la séduction des Américains, parce qu'eux, ils ne viennent que pour les intérêts. Tout ce qu'ils font, c'est contre la Russie, ce n'est pas contre les intérêts, le bien des Africains. Ça, c'est quelque chose à retenir. Je vais être très bref, je m'arrête ici. Merci beaucoup, For You Media. À bientôt. Bye. Merci beaucoup à vous, Peters, depuis l'Écosse, le tout dernier appelant pour cette édition. Il s'agit, monsieur, de Lamine Diop. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs, auditeurs de For You ainsi que votre régie technique. Bonsoir, M. Batangene étant le seul panéliste au plateau. Écoutez, d'ailleurs, je soutiens vivement son argumentaire et je compte réagir à travers. Disons que, ma chère Foudnedi, la nouvelle position stratégique des Américains sur le continent signifie un véritable signal ou encore une espèce de personne Machiavel qui voit son plan machiavélique à propos d'un groupe se retourner contre lui. Quand, lors de son investiture, Joe Biden, en 2021, expliquait que l'appui américain et multilatéral en faveur du développement de l'Afrique devrait reprendre et que les relations bilatérales entre États restent indispensables, mais qu'il faut placer au centre des discussions le partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Le message était clair, ferme, poli, mais il était surtout très tardif. L'Afrique a été d'une incroyable naïveté vis-à-vis de l'Occident et son pays-chef, les États-Unis, sur le plan économique. Ébloui par la puissance occidentale, on a voulu développer les échanges sur une base foncièrement inégalitaire. Pour comparaison, les États-Unis ont techniquement et intentionnellement investi dans les pays et dans les pays d'Europe en général, afin de faire de ces pays des pays viables économiquement et financièrement. On ne dit pas ça parce qu'on en a envie, non, on dit ça car nous constatons que cet ordre mondial initié par les États-Unis a pour vocation l'ethnocentrisme. Seules les nations ayant le même génotype que les Américains blancs dirigeants méritent et doivent réussir et se développer humainement et matériellement, peu importe leur localisation géographique. D'ailleurs, la Nouvelle-Zélande et l'Australie en sont les exemples concrets. Toutefois, pour duper le reste du monde, ils ont établi deux exceptions asiatiques pour masquer l'ethnocentrisme de leur ordre mondial, qui sont la Corée du Sud et le Japon, dans un but purement hégémonique et stratégique vis-à-vis de la Chine et compagnie. Justement, c'est ce type de leurre que l'Occident et son pays-chef jusqu'à présent ont toujours utilisé pour nuire l'Afrique noire et avoir un large accès au marché public africain ainsi que ses moultes ressources naturelles et minières, et ce depuis 100 ans. Mais les Africains, eux, ont en retour cet investissement quasi, d'ailleurs même pas quasi, c'est inexistant, contrairement par exemple aux nations ayant le même génotype que les Américains. Alors comment pourrais-je dire ça? Face à une Chine
et une Russie extraordinairement puissante, méthodique, candide et habile, l'Occident et son pays chef, les États-Unis, avec son ordre mondial ethnocentrique, se retrouvent dans une situation particulière vis-à-vis de l'Afrique noire. Comment expliquer ça? C'est un petit peu la situation d'une personne qui dort dans le mauvais sommeil, qui commence à cligner des yeux, qui regarde d'où vient la lumière, mais qui n'est pas tout à fait réveillé. C'est trop tard, ils ont perdu l'Afrique noire, du moins, et c'est constatable à travers la vague montante et puissante du panafricanisme à travers le continent. Effectivement, ils ont voulu être faux, cyniques et racistes vis-à-vis des Africains, même à travers les partenariats économiques et financiers. La preuve avec le CFA. D'ailleurs, comment les États-Unis peuvent prétendre aider l'Afrique d'une part, et ensuite soutenir d'autre part la politique monétaire d'un de leurs subalternes, la France en Afrique non francophone, qui continue ainsi à poser un prérequis cynique et raciste qui est le CFA, empêchant ainsi aux Africains de mener leur première révolution industrielle. Or, le monde développé est à sa 4e révolution scientifique aujourd'hui et justement accepter d'ailleurs l'idée d'amérir la conjoncture économique de la zone économique la plus pauvre d'Afrique, c'est-à-dire la zone CFA, à la zone la plus riche du monde, la zone euro, c'est tout simplement rendre la monnaie de cette zone, c'est-à-dire la zone CFA, chère, mais extrêmement chère à l'exportation et extrêmement faible à l'importation. Donc le transformé local est mort-né et paralysé. Ça n'a pas de sens. C'est la seule conviction à cela, et la conviction à cela est purement racialiste. Et d'ailleurs, je dirais même c'est une sorte de haine de voir une personne ou un groupe de peuples, ou simplement un peuple se développer matériellement. Donc on peut dire sans exagérer qu'il s'agit d'une énième insulte cynique de ce Occidentaux, en général à propos de renforcement des liens commerciaux ou stratégiques avec l'Afrique noire particulièrement. En conséquence, je finis par là, l'arrivée de la Russie en Afrique, pour parler stratégiquement, va marquer les esprits et contribuer à la défaite de la vanité occidentale sur le peuple noir africain. Parce que la grande Russie est le sujet d'une victoire garantie et la volonté de puissance du peuple africain contre l'impérialisme et l'ordre mondial ethnocentrique américano-occidental. Merci, bonne fin d'émission, à bientôt. Merci beaucoup à vous, Lamine Diop. Et c'est avec vous que nous refermons le standard. Mais en une minute, sortir de ce sujet avec vous, hein, Monsieur Batenguene. Alors, quelle est l'attitude que devraient adopter aujourd'hui les Africains, mais pas ces dirigeants de chefs d'État? Je parle des Africains. Parce que c'est vrai, il y a des dirigeants de chefs d'État qui prennent des décisions. Mais quel est le comportement? C'est un comportement justement à la malienne qu'il faudra peut-être adopter, ou encore à la sénégalaise quand il faut dire non à la présence française, ou à la tchadienne? Il faut se comporter en africain. On sait ce que c'est qu'être africain. Ouais. Quand quelqu'un a perdu sa chance, en Afrique, on ne te gère plus, comme on dit souvent. Donc, il ne faut plus gérer les États-Unis. Les États-Unis sont en train de vouloir se rattraper après nous avoir abandonnés en plein vol. Plus de 60 ans. Plus de 60 ans. La France nous a malmenés. Les Britanniques nous ont malmenés. Eux-mêmes ont contribué à installer le terrorisme. Ils ont pillé la RDC, tué nos nationalistes. Et aujourd'hui, ils viennent nous dire qu'ils vont changer. Cette confession tardive, nous n'en avons cure. Donc les États africains et les jeunes Africains doivent rester sereins. C'est la preuve que la résistance dans laquelle nous sommes entrés, l'attitude que nous avons adoptée, la résilience que nous avons dû développer, parce que nous avons vécu des crises, et regardez combien de crises nous avons traversées. Pour des peuples qui étaient faibles, nous serions déjà décimés de la planète. Mais nous sommes sortis de là. Donc, on n'a pas le temps de gérer les jérémiades des États-Unis. S'ils ont une course avec la Russie et la Chine, ils se sont fait dévancer. Ils n'ont qu'à assumer cette place désormais de dernier dans le peloton. Nous avançons dans notre course et nous devons rester sereins. Parce que le 21e siècle sera africain. Le 21e siècle est africain. Il est africain. Les Africains sont en train de s'imposer. Nous avons la main. Les Russes qui viennent, c'est parce qu'ils le savent. Les Chinois également. Nos territoires sont hyper riches. Dans quelques années, nous aurons 3/4 des richesses circulantes sur la planète. Et nous avons la compétence. Monsieur Dangote, je termine par là. Monsieur Dangote vient d'inaugurer une entreprise de tomates qui sera la plus grande en Afrique. Jamais construite par un autre. Ça veut dire que même le commerce des tomates en sachet sur les marchés africains, nous pourrons les développer sur le continent africain. Donc, croyons en nous, restons sereins,
Développons les partenariats sans nous faire aliéner, sans nous faire assujettir. D'accord. Et continuons notre marche vers l'émancipation. Merci à M. Batengene, merci également à tous nos téléspectateurs, merci à toute l'équipe technique mobilisée pour vous offrir encore cette autre production du Point sur l'actualité. Nous prenons rendez-vous demain avec un autre sujet aussi alléchant, mais déjà ne manquez pas, dans une poussière de minutes, l'édition du grand journal sur For You Télévision, une présentation de Bégoudé Madone. Bonsoir.